Bienvenue sur ce nouvel épisode de On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, de Meiguan et de Sasa. Alors aujourd'hui, nous allons aborder des sujets drôles ou pas drôles. C'est moi, assez pas drôle, festif. hein. Moi, très, ou très, pas. très technique, un peu politique, voilà. Ah. Moi, c'est un sujet plutôt culturel, mais avec une petite anecdote. Et moi, je vais parler d'un sujet que personnellement, j'aime beaucoup parce que ça laisse des discussions à faire au sein de la société taïwanaise. Alors, je propose qu'on commence par ce sujet, non ? Oui, alors, je vais d'abord vous raconter ce qui s'est passé pour vous laisser deviner la suite, la vraie partie de cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est le 26 juillet 2024. Un éboueur de la ville de Taipei avait ramassé un autocuiseur jeté dans la rue. Voilà. Et du coup, il a pris l'autocuiseur, il a fait un test chez lui pour confirmer que c'est un autocuiseur qui est simplement vieux, mais qui fonctionnait. Voilà, du coup, il se rappelait avoir rencontré une dame qui vit du ramassage des détritus dans la rue, qu'elle cuisait son riz au gaz, ce qui fait que son riz était souvent brûlé, ce genre de choses. Du coup, il s'est dit, tant qu'à offrir cet autocuiseur qu'il a ramassé à cette dame. Voilà. Je pense que c'est un geste plutôt humain. Bah oui, tout à fait. Alors, devinez ce qui s'est passé pour que ça passe dans les infos à Taïwan. Il y a eu un procès ? Oui, pourquoi ? Pour vol de matériel. Mais c'était pas quelqu'un qui avait abandonné, enfin, qui ne voulait plus son autocuiseur ? Oui, bah justement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a vu que ce monsieur éboueur prenait cet autocuiseur et le donnait à cette dame. Et s'est porté plainte en fait, a fait une plainte pour ça parce que finalement on s'est rendu compte que même si c'était un objet jeté, c'était un objet qui appartient du coup à l'État en fait, enfin aux autorités publiques. Voilà. Alors ça c'est dingue. Oui. Bah normalement cet objet en fait il aurait fini à la déchetterie en fait. Tout à fait. Ça n'appartient pas à l'État. Il l'aurait détruit. Mais c'est devenu un bien public parce que c'était au bien public de ramasser en fait. C'était aux autorités publiques de ramasser cet objet. Du coup, ce qui s'est passé, comme il y a eu une plainte, alors que c'est un employé qui travaille depuis 30 ans pour les éboueurs de la ville de Taipei et qui n'a jamais eu de problème ou quoi que ce soit, il y a eu une plainte mise en accusation engagée par les procureurs, selon la loi. Alors que, depuis il y a eu cette plainte, ce que l'éboueur a fait, c'est qu'il a acheté un nouvel autocuiseur pour donner à cette dame en échangeant l'autocuiseur ancien, vieux, qu'il a redonné à la ville de Taipei. Mais pour les procureurs, le mal est fait et la valeur réelle de cet autocuiseur rejeté, ils ont vraiment fait une estimation de la valeur réelle de cet autocuiseur. Devinez. Je sais pas. 50 NT. 300 NT. Non, même pas. 32,56 $ taïwanais. 1 euro, quoi. 1 euro à peine. Et je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Il faut croire que les procureurs ont vachement de temps, Je pense que c'est au poids de la matière première du métal, en fait. C'est presque ça, quoi. Waouh. C'est la seule chose qui est récupérable. C'est possible. Et du coup, ce qui s'est passé, comme il y a eu une mise en accusation, la Cour de justice s'est prononcée enfin au début de ce mois de septembre. Donc c'était en 2024, c'est ça ? Oui, et donc le dossier a eu lieu toute l'année et du coup, le monsieur a été condamné. À quoi ? Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, avec 2 ans de période probatoire. Mais le pire, c'est que ça, c'est pas seulement ça, c'est il a été révoqué de ses droits civiques pour 1 an. C'est incroyable. Le tout pour 32 $ taïwanais, donc même pas 1 euro. Alors que tous les Taïwanais et les étrangers, je pense, ont un jour repéré quelque chose dans les ordures, notamment au moment du Nouvel An où tout le monde jette toute la maison dans la rue. Oui, en fait, normalement, on n'a pas le droit de mettre dans la rue, à moins de le déclarer aux éboueurs. C'est-à-dire, une fois c'est déclaré, les éboueurs donnent rendez-vous et passent les récupérer. Donc, c'est considéré comme redonner
à la ville de Taipei, en fait, par exemple, dans ce cas-ci. Alors, du coup, ce dossier a laissé beaucoup discuter la société taïwanaise parce que les procureurs l'avaient mis en accusation conformément aux réglementations anti-corruption, parce qu'il aurait commis le délit de détournement de biens privés non destinés à l'usage public détenu par une personne en fonction. Donc, c'est-à-dire parce qu'il est fonctionnaire, il ne peut pas profiter des objets qui ne lui appartiennent pas finalement. Voilà. Et du coup, comme il y a eu cette procédure, le tribunal s'est prononcé et en infligeant la peine la plus légère, en fait. Donc 3 mois avec 2 années de période de clémence, en fait. Oui. Et du coup, les arguments utilisés par le juge, c'est que la valeur de ce bien est extrêmement bas. Donc, c'est 32 $ taïwanais. Alors, en général, dès que la valeur est moins de 50 000 $ taïwanais, il est possible d'accorder une sorte de clémence avec plus d'indulgence. Ensuite, le motif, parce que l'éboueur en question n'a pas fait cette acquisition illégale, entre guillemets, pour l'intérêt financier ni pour lui-même, en fait. Il a fait plus pour... j'appelle ça une œuvre humanitaire, mais caritative en fait, pour une autre personne dans le besoin. En plus, comme il a rendu la casserole de 32 $ taïwanais, il a vraiment pas eu un motif de malveillant en fait, on pourrait dire. Ensuite, il y a une question de proportionnalité, parce que ce monsieur travaille depuis 34 ans sans aucun dossier ou quoi que ce soit. Et la valeur de ce casserole, c'est 32 $ taïwanais. Si on le condamnait à 5 ans de prison ou plus, alors c'est une violation de principe de proportionnalité entre les peines et les choses commises, en fait. Et du coup, le tribunal a cité l'article 59 du Code pénal en précisant que si les circonstances du crime justifient l'indulgence, la peine peut être réduite en conséquence. Ce qui fait que le tribunal de Taipei a décidé d'imposer une peine ainsi en fait de 3 mois. Mais le plus contesté, c'est aussi le problème de révocation d'1 an de droits civiques. Parce que c'est contestable dans le sens où est-ce que c'est vraiment proportionnel par rapport à ce qu'elle a commis. Et du coup, ça, c'est une question en cours. Et la plupart des juristes estiment que ce dossier dévoile justement la rigidité de la loi taïwanaise dans le traitement des dossiers de corruption de valeur vraiment minimum, en fait. Alors que selon la loi, dès qu'on possède un bien qui ne lui appartient pas alors qu'on est fonctionnaire, la peine minimale est 5 ans de prison. Donc ça, c'est quelque chose qui est à discuter et à amender par la suite. Et cela, sans évoquer que cela représente aussi un gaspillage de ressources judiciaires. Imaginons que toutes les personnes qui ont dû se mobiliser pour juger ce dossier. Et du coup, la nécessité d'imposer la révocation des droits civiques aussi. Ça, c'est des principaux sujets de discussion qui vont avoir lieu par la suite. Donc en fait, les défenseurs des droits de l'homme sont encore en train de réfléchir à cette question, c'est ça? Oui, le ministère de la Justice semble être prêt à amender les lois en conséquence, mais c'est pas fait encore. Peut-être que ça aura au moins servi à ça. Oui, au moins, j'espère qu'il pourrait avoir ses droits civiques rapidement. Pour moi, maximum 1 ou 2 mois de travaux d'ingénierie pour le symbole, mais... Pour moi, c'est complètement contradictoire avec la politique d'encourager la réutilisation et le recyclage des objets. En fait, on devrait même, j'allais dire, dans chaque quartier, avoir un endroit où on peut déposer tous les objets dont on n'a pas besoin et qui fonctionnent encore un peu, pour que d'autres personnes puissent les utiliser plutôt que de les jeter comme ça. Et du coup, comme il n'y a pas ce genre de lieu, quand on trouve des objets dans la rue, parfois on trouve, il y a des gens qui jettent des trucs, mais ils jettent des instruments de musique, quoi. Enfin, oui, tout à fait. Ça fait vraiment mal au cœur, quoi. Et donc, et en plus, là, il a donné à une personne
voilà, qui en aurait eu besoin, tu vois, c'est vraiment dingue. Ou alors, si on veut vraiment rester dans la conformité avec les lois existantes, il faudrait que des municipalités mettent en place un système de liste des objets récupérés et qui peuvent être redonnés aux personnes dans le besoin. Mais dans ce cas-là, ça exige plus de personnel pour faire le tri des objets. En fait, c'est vrai que là, c'est... Logistiquement, c'est énorme. Hein, c'est énorme, mais... Enfin, c'est vrai que... Ou alors, il faut faire une exception pour tout ce qui est jeté dans la rue. Mais ce qui est aussi fou, c'est que ça passe directement au pénal, quoi, au final. C'est pas... Normalement, ça devrait être juste un cas où ça concerne juste un tribunal de quartier ou un tribunal local, quoi. Ça n'a pas besoin d'aller jusque là. C'est incroyable. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'échelon, de façon de gérer les petits cas comme ça. C'est un peu aberrant, quoi. C'est pour ça qu'il faut revoir les lois en place pour éviter ce genre de dossier, en fait. Voilà. Est-ce que ça vous dit un sujet un peu culturel ? On peut. Let's go. Ouais. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la sculpture sur bois des Puyuma de style tutu. De style tutu, c'est-à-dire ? Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un style qui s'appelle tutu. En fait, il y a quelques jours, le ministère de la Culture taïwanais a décidé d'inscrire la sculpture sur bois de l'ethnie Puyuma dans la catégorie artisanat traditionnel de premier plan du patrimoine autochtone. Et Haku, le chef du village Kasavakan, a été désigné comme le gardien de cette technique et reconnu comme un trésor national. Il avait déjà reçu quelques prix et décorations, mais là, pour lui, c'est une consécration. Et donc, selon le Bureau du patrimoine culturel, il y a plusieurs pratiques qui ont été inscrites à ce niveau-là, donc dans la catégorie de l'artisanat traditionnel de premier plan. Par exemple, il y a les arts du tissage, chez les Paiwan, chez les Puyuma. Mais en tout cas, en ce qui concerne plus précisément la sculpture tutu des Puyuma, ça reflète, selon le ministère, la richesse de la mémoire historique et de l'esthétique de cette ethnie qui joue un rôle irremplaçable dans les cérémonies, les objets du quotidien et la culture. Alors, pour mémoire, les Puyuma, c'est l'une des 16 ethnies actuellement reconnues par le gouvernement taïwanais. Ils vivent dans le comté de Taidong, donc dans le sud-est de Taïwan. Et ils sont assez peu nombreux puisqu'il y en a il y en aurait à peu près 10 000. Et donc si je vous parle aujourd'hui de ça, c'est aussi parce que, en fait, un petit peu par hasard, quand je suis allée à Taidong il y a quelques années, j'étais voir une amie d'une amie. Et en fait, elle n'était pas d'origine Puyuma, mais elle était mariée à un Puyuma. Et en fait, c'était le fils de Haku. Et donc, elle m'a emmenée visiter l'atelier. Et alors, il n'était pas là à ce moment-là, le sculpteur, mais j'ai pu visiter l'atelier de sculpture et voir les sculptures en bois de Haku. Et je trouvais qu'elles étaient vraiment impressionnantes. Déjà, elles sont très, très grandes et très, très belles. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que la sculpture tutu ait été reconnue par le ministère de la Culture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces sculptures. C'est quoi les caractéristiques de... Oui, alors on est habitué souvent à voir chez les autochtones des sculptures sur bas-relief, c'est-à-dire sur des surfaces planes. Mais les sculptures de Haku, elles sont un peu plus modernes, si l'on peut dire. Elles représentent des personnages importantes de la culture Puyuma, par exemple des chasseurs, mais aussi des personnages des mythes, des légendes ou des scènes de la vie quotidienne. Et donc, c'est des sculptures en 3 dimensions sur du bois qui est souvent du bois de camphrier. Et elles sont très expressives et elles ont aussi un côté rustique dans la manière de sculpter. C'est assez difficile à décrire en fait à l'oral, donc je vais mettre des liens vers des photos sur notre article sur le site internet. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait des émissions sur l'art du bambou chez les Puyuma dans la construction. Donc maintenant ils sont aussi reconnus pour le bois, pour leur artisanat du bois, donc c'est super. Et donc pour revenir à Haku, en fait, il a déjà 82 ans et il est le chef de village de Kasavakan. Il a commencé à pratiquer la sculpture seulement à l'âge de 42 ans. Donc, comme quoi, il n'est jamais trop tard, en fait, pour se reconvertir, surtout si on a une passion ou un don en particulier.
Et je pense qu'il faut vraiment espérer que ce savoir-faire pourra être transmis à des Puyuma de la nouvelle génération pour que ce patrimoine ne tombe pas dans l'oubli. Et donc, le ministère de la Culture a précisé que, puisque cette sculpture sur bois toutou est maintenant inscrite comme artisanat traditionnel de premier plan, cela devrait permettre d'aider Haku à préserver et transmettre cet artisanat en se basant sur la loi sur la préservation du patrimoine. Je pense qu'ils peuvent ils peuvent obtenir certaines subventions pour enseigner. Après, il faut encore trouver des personnes qui ont envie d'apprendre. Et même dans le village, ce serait intéressant en fait. Oui, surtout dans le village. Et je vais vous raconter une petite anecdote, comme je vous l'ai promis tout à l'heure. En fait, sur la page du ministère de la Culture, j'ai lu la petite biographie de Haku et j'ai découvert une chose. C'est qu'est-ce que signifie son prénom, Haku, en Puyuma. Je ne sais pas si vous avez une petite idée. Non, aucune idée. Bon, de toute façon, c'est pas facile de deviner quand on ne parle pas Puyuma. Ça signifie cercueil en bois. Ah bon? C'est incroyable, non? C'est lié au métier de sa famille avant? Non, pas du tout. En fait, son grand-père l'a baptisé ainsi parce que quand il est né, son père était décédé et la famille était très pauvre. Et donc, il pensait qu'il ne survivrait pas. Et parfois, chez les autochtones, il y a cette pratique de dire des choses inverses. Donc, en fait, comme les Taïwanais. Voilà, en le surnommant cercueil, il voulait qu'il vive. D'accord. Et ça a bien marché puisque, en fait, c'est le seul enfant, c'est le seul garçon de la famille qui a grandi en bonne santé et qui a survécu. Ce qui peut paraître incroyable. Et ensuite, il a hérité de la responsabilité de chef de village. Voilà. Comme quoi? Oui. C'est assez incroyable. Et jusqu'à la quarantaine, il était paysan et un jour, il a visité une exposition de sculpture sur bois à Taidong et il a vraiment adoré et depuis, il a toujours gardé sur lui des ciseaux de sculpteur et dès qu'il ne pouvait pas aller au champ à cause de la pluie ou quoi, il a commencé à sculpter dans ses heures creuses. Il s'est amélioré, il a développé son style à la fois personnel mais aussi imprégné de la culture Puyuma. Donc, en fait, on peut dire que c'est un sculpteur autodidacte. Et qui continue à pratiquer ou il n'a plus la force? Oui, je ne suis pas sûre qu'il ait encore la force, malheureusement. Et donc, ce qu'il disait aussi dans les différents articles sur lui, c'est qu'il ne fait pas de dessin ou de croquis avant de sculpter. Il sculpte directement. C'est intuitif, en fait. Tout à fait. Et en revanche, ce qu'il fait, c'est avant de sculpter, il s'adresse au bois qu'il va sculpter et à ses ancêtres, pour leur demander conseil. Et notamment parce que le bois, qui est souvent des gros morceaux de bois, donc très vieux, en fait, ils ont connu ses ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle ils pensent qu'il faut vraiment beaucoup respecter le bois. Et ces œuvres ont été reconnues non seulement à Taïwan, puisqu'il y a eu plusieurs expositions, mais aussi aux États-Unis et au Canada, où elles ont été exposées. Voilà. Donc... Espérons un jour que ces œuvres peuvent passer en Europe aussi, en fait, pour que les auditeurs puissent les voir. Tout à fait. Et en attendant, donc, vous pouvez aller sur notre site pour voir les photos. Voilà. Après le sujet culturel, le sujet politique, alors on a eu du légal, du culturel et maintenant un peu de sondage, puisqu'on se rapproche petit à petit des élections locales, donc il y a de plus en plus d'indices en fait par rapport au sondage, et on va voir un petit peu où ça en est à cette fin d'année, puisqu'il y a un sondage qui est sorti cette semaine, publié par la Fondation de l'opinion publique taïwanaise. Personnellement, j'aime bien voir leurs sondages, voir leurs évaluations, parce que c'est toujours sur des bases à peu près similaires à chaque fois. Les données sont à peu près similaires d'un sondage à l'autre. Il y a 2-3 variantes en fonction des questions d'actualité, mais en général, quand même, il y a toujours des bases, des questions qui sont similaires d'un sondage à l'autre, et ça nous permet de faire une vraie tendance par rapport à l'opinion publique. Et donc là, c'était un sondage spécialisé sur les tendances militantes des Taïwanais. Donc vraiment les positions politiques et leurs avis politiques, et donc le soutien aux partis notamment. Donc la question générale du sondage était: à Taïwan, il existe actuellement plusieurs partis politiques
comme le Parti démocrate progressiste, le Kuomintang, le Parti du peuple taïwanais, etc. Parmi tous ces partis, lequel soutenez-vous le plus ? Vraiment, pour voir vraiment la tendance, c'était vraiment la question en elle-même qui a été posée. Et la réponse donc a été à 38,4% le Parti démocrate progressiste, à 20,6% le Kuomintang, à 16,7% le Parti du peuple taïwanais et 1,6% pour l'ensemble des autres partis, alors que 22,2% ont répondu ne pas avoir de préférence particulière ou à 0,4% qui ne savent pas. Voilà, donc, des électeurs neutres. Voilà, des électeurs neutres qui savent pas encore, hein, puisqu'on est encore un peu loin de période électorale. Donc, c'est la fin de l'année en fait. Voilà. Mais cependant, les choses bougent. Les avis ont un peu bougé par rapport aux dernières tendances, hein, qui étaient en novembre, sur la durée septembre-novembre. Là, c'est un sondage qui a été effectué la deuxième semaine de décembre. En sachant qu'il faut préciser que c'est une fondation créé par des gens proches du DPP. Voilà, ça c'est quelque chose d'important à noter. Cette enquête a été placée sous la responsabilité du président de la fondation qui s'appelle Yo Ying-lun et donc il a assuré la conception du questionnaire, la rédaction du rapport, l'interprétation des résultats ainsi que l'analyse des implications politiques et des politiques publiques, sachant qu'il a confié le sondage en lui-même à une société extérieure qui s'appelle la société Shanshui Public Opinion Research, et qui a été donc mandaté par la fondation de faire l'échantillonnage, les entretiens téléphoniques, du nettoyage des données et de l'analyse, sachant que dans ce genre de questions, en général, on fait ce qu'on appelle une randomisation des questions pour pas avoir toujours la réponse DPP au début, etc., pour qu'on ait un vrai échantillonnage assez le moins partial possible, tout en sachant que ce qui est intéressant là de voir, c'est de faire aussi de la comparaison avec les chiffres d'avant. Et là, je vais citer l'analyse de Yo Ying-lun qui estime qu'en comparaison avec le mois précédent, les tendances de soutien et donc de militantisme ont connu pas mal de changements, puisque le soutien au DPP a augmenté de 7,3 points, celui du KMT a reculé de 5,2 points et celui du TPP a progressé de 2 points. Tandis que la proportion d'électeurs neutres a diminué de 2,5%, donc il y a un peu plus de parti pris quand même. Toujours dans cette idée qu'on se rapproche petit à petit des élections. Autrement dit, à la fin de l'année 2025, le total des soutiens bleu-blanc est inférieur de 1,1 point à celui du camp vert. Donc les deux principales entités d'opposition à Taïwan actuellement. Et comparé à la situation du mois précédent, où les camps bleus et blancs réunis devançaient encore le camp vert. Donc c'est important, c'est là dans les coalitions, etc., qu'on connaît actuellement dans l'opposition aussi entre le Parlement et le gouvernement, ça joue beaucoup en fait. Et c'était largement devant parce qu'ils étaient devant de 9,4 points. Donc il s'agit sans aucun doute d'un retournement assez spectaculaire quand on regarde beaucoup les données en général, et ça donne pas mal d'incertitudes et de perspectives pour les élections locales de 2026, alors qu'on entend aussi, là c'est plus mon analyse personnelle parce que de ce que je vois un petit peu, là où ça se passe un peu la politique à Taïwan, hein, ça se passe un peu sur Twitter ou dans les forums, et dans les commentaires et dans ce qu'on voit, où chaque parti un peu dit non, on est en train de monter, etc. Surtout chez le TPP qui dit qu'il y a une voix montante de l'identité chinoise, etc. Il y a un discours comme ça qui est de plus en plus répété, en tout cas chez les partisans du parti du peuple taïwanais. Et donc c'est intéressant de voir aussi que dans cette étude-là, en tout cas, et dans les tendances que voit cette fondation, on peut voir quand même un changement qui n'est pas forcément dans le sens de ce qu'on lit dans les appréciations des partisans. Mais je me demande en fait, qu'est-ce qui a fait changer ça sur le dernier mois en fait ? Qu'est-ce qui est vraiment nouveau ? Selon Yo Ying-lun, toujours, lui il explique cela en 3 points clés. Premièrement, en fait, c'est pas vraiment une remontée du DPP par rapport à un acte du DPP, mais plus une remontée naturelle par rapport en fait à la grosse défaite qu'ils ont connue en l'été 2025 avec la campagne de révocation, où là le DPP a perdu beaucoup de points et qui était passé d'ailleurs à l'époque sous la barre des 30% de partisans. Après 4 mois donc de morosité, le parti reconnaît un peu un rebond
plus dans ses valeurs naturelles. C'est son électorat traditionnel, peut-être. Où les gens sont revenus un petit peu sur leur opinion, où ils avaient eu une très mauvaise opinion donc, de cette campagne de révocation. Il y a donc aussi 2 autres facteurs qui peuvent expliquer le phénomène d'un grand bond, entre guillemets, d'un mois à l'autre. L'apaisement progressif de la tempête politique liée aux révocations, donc, ce que je viens de dire, et d'autre part, l'intensification sans précédent des affrontements entre majorité et opposition au cours du dernier mois, qui a ravivé le sentiment de crise parmi les soutiens traditionnels et favorisé leur remobilisation contre l'alliance bleu-blanc. Alors, le deuxième point clé, il concerne le KMT, et il faut savoir en fait que la tendance de long terme montre que son soutien oscille généralement autour des 20%, avec des fluctuations relativement importantes, et sachant que donc sur les 5 derniers mois, le chiffre avait dépassé les 25% en septembre et en novembre, mais est resté autour des 20% le reste du temps. Il convient donc également de noter que le soutien au KMT et au TPP présente traditionnellement une forte covariation, traduisant une relation de concurrence évidente. Lorsque l'une progresse, l'autre recule, etc. Bien entendu, le soutien partisan, le militant, est aussi sensible à des facteurs de court terme. Des éléments fiables indiquent que la chute de 5,2 points du KMT en décembre pourrait être liée à l'adoption précipitée d'une réforme suspendant la réduction des pensions des fonctionnaires, il y a eu ça aussi, laquelle a suscité une vive réaction négative dans la société. Par ailleurs, le report à 2 reprises au Parlement du budget spécial de défense de 1250 milliards de dollars taïwanais a également alimenté les inquiétudes de l'opinion publique. Même au sein des camps blancs et bleus, près de 30% des soutiens s'y montrent défavorables, ce qui constitue probablement un autre facteur d'érosion du soutien. Alors, et le troisième point clé que cite Yo Ying-lun, il s'agit du Parti du peuple taïwanais qui, depuis août de l'an dernier, a subi une perte sévère de soutien en raison de l'affaire des dons politiques et de l'implication de son président Ko Wen-je, qui fait encore parler aujourd'hui, et qui est impliqué donc, dans une affaire du complexe immobilier Tsinghua City. Corruption. Pour corruption. Son niveau de soutien est tombé à un point bas de 11,5 points en juillet 2025, un contraste saisissant avec son apogée de novembre 2023 où il avait atteint de 25%. Donc aujourd'hui, les procédures judiciaires impliquant Ko Wen-je approchent à leur terme et que le verdict du tribunal de district de Taipei est attendu pour le 26 mars de l'année prochaine. Le soutien au parti est remonté à 16,7%, un sommet depuis mai 2024. Mais cela reste encore assez bas de leur record. Et donc, les petites herbes, comme ils s'appellent chez les partisans du TPP, apportent ainsi une chaleur et un soutien renouvelé, se donnant à cette reprise une saveur particulière. Je crois que le plus important, c'est vraiment un peu les indécis. Ils sont assez nombreux et du coup, c'est ça le véritable enjeu des élections. Savoir est-ce qu'ils vont plutôt voter pour le DPP ou le KMT, parce que les 2 partis ont leur base électorale. Et en généralement, pour les élections locales, le Kuomintang possède certains avantages quand même. Mais avec l'évolution de la situation de Taïwan ces dernières années, on ne sait pas si vraiment le Kuomintang va remporter autant de municipalités comme la dernière fois en fait. Rien n'est joué pour les élections 2026 et qu'il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Voilà. Ben voilà, je crois qu'on arrive déjà à la fin de ce On en parle à Taïwan, qui vous était présenté cette semaine par Meg, Valentin et Sasa. Donc nous vous souhaitons une bonne semaine. Et une bonne année aussi en avance. Oui, bonne année. Au revoir.